Nous avons parlé d'évolution dans le temps d'un état. Regardons maintenant comment décrire l'évolution temporelle de la valeur moyenne d'une observable. Le calcul que nous allons développer maintenant nous permettra de comprendre le lien profond qui existe entre la physique classique et la physique quantique. Considérons une observable A qui peut dépendre explicitement du temps et supposons que le système est dans un état décrit par le quête psi. Comme nous l'avons vu, la valeur moyenne de l'observable A dans cet état est donnée par ce produit scalaire. Calculons la dérivée par rapport au temps de cette valeur moyenne, ce qui revient à calculer la dérivée par rapport au temps de ce produit scalaire, et donne juste ces trois termes. Nous remarquons au passage que la dérivée par rapport au temps de l'observable A est une dérivée partielle, car l'observable A peut dépendre également d'autres quantités. Or, nous pouvons remplacer la dérivée par rapport au temps du quête psi en utilisant l'équation de Schrödinger. De même, pour le bras psi, nous pouvons utiliser la conjuguée hermétique de l'équation de Schrödinger. Nous aboutissons alors à ce résultat. Ici, nous pouvons rassembler ces deux termes, ce qui nous donne ce résultat. En se rappelant de la définition du commutateur, on reconnaît ici le commutateur entre l'observable A et l'observable hamiltonien. Donc, nous pouvons réécrire ainsi le terme de droite de l'équation en faisant donc intervenir la valeur moyenne du commutateur entre l'observable A et l'observable hamiltonien. Ce résultat est connu sous le nom de théorème d'Ehrenfest. Bien sûr, si l'observable A ne dépend pas explicitement du temps, alors ce terme est égal à 0 et nous pouvons réécrire ainsi l'équation. Regardons maintenant deux exemples d'application du théorème d'Ehrenfest. Prenons le cas à une dimension d'une particule de masse m soumise à une énergie potentielle V de x indépendante du temps et calculons la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de l'observable position x à l'aide du théorème d'Ehrenfest, que nous écrivons ainsi parce que l'observable x ne dépend pas du temps. Afin de calculer le terme de droite de cette équation, il faut d'abord calculer le commutateur entre l'observable x et l'observable hamiltonien. Or, ce commutateur peut s'écrire comme la somme de ces deux commutateurs, où nous remarquons que le commutateur entre x et v de x égale à 0, vu que l'opérateur position commute avec lui-même. Nous n'avons donc à calculer que le commutateur entre l'observable x et l'observable énergie cinétique, que nous pouvons d'ailleurs réécrire ainsi en utilisant la définition du commutateur. Afin d'effectuer ce calcul, on rajoute ces deux termes qui se compensent, donc cela ne change rien au résultat final, et nous écrivons l'observable px au carré comme l'observable px appliqué à px. Or, nous pouvons réécrire cette égalité en sachant que ces deux termes donnent le commutateur entre x et px appliqué à px, et ces deux autres termes donnent px appliqué au commutateur entre x et px. En sachant que le commutateur entre x et px vaut i h bar, nous aboutissons à cette égalité. En prenant le premier et dernier terme, nous pouvons écrire que le commutateur entre x et h vaut i h bar px sur m. En utilisant cette expression dans l'équation de départ, nous aboutissons à ce résultat. En prenant le premier et dernier terme, nous pouvons écrire que la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de l'observable x est égale à la valeur moyenne de l'observable px divisé par m. Or, cette équation est, en valeur moyenne, exactement la même que celle que nous connaissons par la physique classique et que nous avons déjà vue au deuxième chapitre de ce cours. Restons dans le même cas à une dimension d'une particule de masse m soumise à une énergie potentielle V de x indépendant du temps. Et répétons le même calcul, mais cette fois-ci pour l'observable impulsion px. D'abord, nous remarquons que l'observable impulsion ne dépend pas du temps. Donc, d'après le théorème d'Ehrenfest, nous pouvons écrire cette égalité. Pour faire ce calcul, nous pouvons donc calculer le commutateur entre px et h. Pour calculer ce commutateur, on insère d'abord l'expression du hamiltonien, ce qui nous conduit à calculer ces deux commutateurs. Ici, ce commutateur égale à 0, vu que px commute toujours avec lui-même. Il faut donc juste calculer le commutateur entre px et v de x, qu'on peut encore écrire ainsi en utilisant la définition. Pour calculer ce commutateur, je vous rappelle ce résultat que nous avons démontré au troisième chapitre et qui nous permet donc d'écrire ainsi le résultat final. Il faut maintenant insérer ce résultat dans l'équation initiale. Nous pouvons écrire cette égalité qui peut encore se réécrire ainsi. En prenant juste le premier et dernier terme, nous pouvons écrire ainsi le résultat final.
On retrouve ici, en valeur moyenne, une égalité qui correspond à la deuxième loi de Newton en mécanique classique. En regardant ces deux expressions que nous venons de calculer, on retrouve donc bien les lois de la mécanique classique en valeur moyenne. On peut donc voir les lois de la mécanique classique comme étant valables en valeur moyenne par rapport à la réalité quantique sous-jacente. Mais poussons ce raisonnement plus loin. À présent, regardons bien cette équation que nous pouvons réécrire de façon plus synthétique ainsi. On remarque alors ici l'extraordinaire similitude de cette équation avec l'équation fondamentale de la dynamique introduite en mécanique analytique au deuxième chapitre. Pour mieux visualiser cette analogie, prenons que la fonction f est égale à la grandeur physique classique A. Nous voyons qu'il y a clairement une analogie de structure entre la mécanique classique et la mécanique quantique. La mécanique classique pourrait s'identifier à une vision moyenne des résultats de mesures quantiques. De plus, le crochet de Poisson en physique classique rappelle ici le commutateur entre les observables correspondants en physique quantique, le tout divisé par IH bar. Cette remarque nous permet de mieux formaliser le passage de la physique classique à la physique quantique. En effet, la seule véritable règle de quantification, c'est de remplacer le crochet de Poisson entre les deux fonctions f et g vues en mécanique analytique par le commutateur entre les observables correspondantes en physique quantique divisé par IH bar. Si on prend le cas des grandeurs position x et impulsion px, nous avons vu au deuxième chapitre que ce crochet de Poisson vaut 1. En suivant la règle de quantification, il faudra donc le remplacer par le commutateur divisé par IH bar, ce qui donne donc cette égalité, c'est-à-dire que le commutateur entre x et px doit valoir IH bar. Ceci est la seule véritable condition sur la définition des observables x et px. Afin de satisfaire à cette condition, nous avons choisi initialement de poser l'opérateur x égale à la multiplication par la variable x et l'opérateur px égale à moins IH bar d rond sur d rond x. Ce choix satisfait la condition que le commutateur entre x et px soit égal à IH bar, mais ce n'est qu'un choix parmi d'autres. Un autre choix possible serait de prendre l'opérateur Px égal à la multiplication par Px et l'opérateur x comme étant l'opérateur IH bar d rond sur d rond x. Ce choix aussi satisfait cette condition sur la valeur du commutateur. Le premier choix est appelé représentation x, alors que le deuxième choix est appelé représentation P. Dans le prochain chapitre, nous allons voir plus en détail ces deux représentations. Ce chapitre est très dense. Nous sommes partis du concept de mesure, qui est si profondément différent du concept de mesure que l'on trouve dans d'autres théories en physique. Et ce même concept de mesure nous a porté à trouver un lien structurel entre la construction théorique selon les lois de la physique quantique et celle selon les lois de la physique classique. Ce qui a été une des causes principales de cette fracture, à savoir le concept de mesure, se laisse pardonner en nous montrant un schéma de réconciliation formelle entre ces deux théories. La grande fracture conceptuelle qu'il faut provoquer pour passer d'une description classique à une description quantique est exprimée mathématiquement par le concept de commutateur. Et je trouve d'une rarissime beauté intellectuelle de se dire que ce concept de mesure sépare autant qu'il unit ces deux théories.